Yeppa 265 km, 4 jours en autonomie sur le littoral du Cotentin. Bienvenue sur l'édition du Raid de l'Archange 2025. Le raid le plus grand de France organisé par la Barjo. Je finis deuxième, encore et toujours en sandales. Je te propose de revenir sur ma course. « 70 km, 80 km, 100 km, puis 50 km. Voilà le menu annoncé de la course. Jour 1, West Coast du Cotentin. Jour 2, traversée dans les terres. Jour 3, East Coast. Et jour 4, la pointe du Cotentin, la partie la plus jolie. Ah là là, faire défiler le point sur la carte, ça va quand même beaucoup plus vite. Ça faisait plusieurs années que j'avais spoté ce raid comme course à absolument faire. Pas juste pour la dimension sportive et physique, mais surtout pour toute la logistique qu'elle implique. Pas de ravitaillement, que ce soit sur le parcours ou lors des arrivées. On était en autosuffisance sur les 3 premières journées. Le dernier jour, vu qu'on courait avec la course de la demi-barjo sur le 50 km, on avait quand même le droit à taper dans leur ravito. Grand seigneur! Pour les soirs qui précèdent, les bénévoles nous portaient juste un sac de 15 kg qu'on donnait à l'organisation. Dedans, il nous fallait caler le duvet, le matelas, les réserves en nourriture et tout le matériel pour se changer. Sur les lieux d'arrivée, on avait quand même le droit à de l'eau froide et de l'eau chaude pour faire notre popote. Même pas pour aller se doucher. Bref, on n'était pas en autonomie totale, mais on n'en était pas très loin. Et c'est ce côté autosuffisance sans assistance qui fait rentrer vraiment cette course dans une autre dimension. Elle demande d'encore mieux se connaître pour s'adapter au jour le jour en fonction de ce que le corps réclame. Et c'est vraiment ça qui m'a attiré sur ce raid de l'Archange. Pour ma préparation, en quelques mots, j'ai enchaîné beaucoup de courses rapides au mois d'avril. Ça, c'était histoire de créer une base de vitesse. Et les courses étant assez rapprochées, ça m'obligeait à bien récupérer entre les courses. Donc ça a commencé avec l'UBTL, une course qui durait 24 heures où je courais et plantais des arbres en même temps, où j'avais fait 100 km. Je vous rappelle la vidéo que j'avais fait peut-être par ici, voilà, je vais mettre le lien. Puis ça s'est enchaîné. Trail des 3 clochers, un 36 km le 30 mars. Le trail de l'abbaye, le 26 km le 6 avril. La Piron Tour où j'ai enchaîné un 120 km le samedi, plus un 8, plus un 21 km le week-end de 19 et 20 avril. Et enfin le trail d'Assigné, le 27 km le 27 avril. Puis j'ai basculé sur beaucoup de fonciers à très faible intensité lors des 2 derniers mois de préparation. Je tournais environ autour de 100 km semaine. Et quand je dis à faible intensité, c'est que je cours globalement, même sur du plat, entre 6 minutes et 6 minutes 30 au kilomètre. Je maintenais toutefois 1 à 2 séances de côte avec un peu plus d'intensité par semaine. Ces séances, je les faisais avec l'équipe de Brocéliande Aventure avec lequel j'ai cours cette année. Mais surtout, à côté de cet entraînement course à pied, j'ai fait beaucoup de marches. Donc au quotidien avec ma chienne par exemple, mais aussi en faisant une grosse rando en Auvergne avec des copains. Cette rando, je l'ai calée environ 3 semaines avant la course et ça m'a fait office de semaine choc. L'idée c'était de répéter un effort sur toute une journée et la répéter plusieurs jours. En plus avec le gros sac sur le dos et en même temps je testais mon alimentation que j'allais utiliser lors du raid. Je trouve qu'on néglige beaucoup trop de faire juste de la randonnée dans ses préparations à des trails, notamment les ultra trails. Pourtant ça permet à la fois de faire du gros volume sans toutefois trop taper dans nos ressources et en plus on a le temps de profiter du paysage. Triple effet qui se coule. Alors oui, sur le raid qui était relativement roulant, il faut le dire, j'ai quand même beaucoup couru quasiment jusqu'à la fin. J'ai très peu marché. Mais lorsqu'on prépare des trails en montagne, on marche quand même la majorité du temps. Donc c'est absolument pas déconnant de s'entraîner à marcher plutôt qu'essayer de courir tout le temps. Et je vous assure que vous entraîner à marcher ne vous rendra pas moins performant. Au contraire, on accumule beaucoup de volume et c'est ce qui compte pour la préparation d'un ultra. Allez, maintenant, place au raid. 4 jours de défis, 4 jours de galère intense avec des doutes, mais aussi beaucoup de surprises. Première étape, arriver sur place.
Je suis parti la veille parce que j'ai décidé de ne pas partir en voiture solo. Ça a donc demandé de préparer une expédition avant l'expédition. J'ai une première étape à pied de chez moi à la gare, environ 8 km avec tout le barda sur le dos, le train jusqu'à Rennes, puis le métro, puis le bus pour me rendre à Liffré. Là, je suis passé faire un petit coucou à Happy Run, déjà pour faire le stock de miel que j'allais utiliser pendant le trail, et puis surtout dire un petit coucou à mes deux apiculteurs préférés, Leila et Pascal. Puis un covoit m'a récupéré pour aller jusqu'à Cherbourg. Et là, je prends une nuit de repos à Cherbourg, tranquille, je prends mon temps, je vais au resto me faire une dernière petite pizza, plaisir. Alors ça peut paraître bizarre pour certains ou triste pour d'autres, mais moi, manger seul au resto, surtout une veille de course, ça me va très bien. Je peux prendre le temps, j'ai l'esprit qui s'échappe, je lis un peu, je regarde autour de moi, j'observe les gens, je vais à mon rythme, pépère, c'est ultra reposant. Tout ce qu'on veut avant un ultra. Donc je rentre, juste avant d'aller me coucher, je fais un dernier petit tour du stack histoire de voir que tout va bien. Et là, premier petit aléa, ma crème solaire qui a décidé d'éclater à l'intérieur du sac. Bon, rien de trop grave, mais j'avoue que j'ai eu un petit coup de chaud parce que j'avais vraiment toutes mes affaires là pour les 4 jours. Bref, petite nuit tranquille. Le lendemain, je prends le bus jusqu'à Lac-Beaumont, le lieu de départ. Je dois arriver sur les coups de 13 h, je suis le premier sur place. Je me pose sous l'une des grandes tentes, je fais une dernière petite sieste, puis je mange une dernière fois à 15 h sardines, avocat. Je commence à discuter avec les autres coureurs et coureuses qui sont arrivés entre temps et qui ont comme moi un petit peu la boule au ventre quand même parce qu'on s'attaque à un 300 km mine de rien. Bref, on pèse les sacs, 15 kg max, contrôle du matériel obligatoire, puis j'enfile mes arroses de chez Panta, mon short rouge, mon t-shirt Monsieur Strong et je suis prêt, l'heure approche. Nous serons 42 barjots en individuel sur cette édition de Raid de l'Archange 2025, donc 4 féminines qui vont toutes finir. Il y aura aussi 6 équipes de 3 coureurs qui courront avec nous lors de ces 4 jours. Le départ est donné à 18 h pour cette première étape de 74 km. Pour ma part, je vise une arrivée entre 7 et 8 heures de course. Perso, moi c'est l'étape qui me fait le plus peur parce que avec l'adrénaline de la course, j'ai peur de partir trop vite et de me griller pour les prochains jours. Donc le but aujourd'hui est de faire le meilleur résultat possible sans pourtant griller les cartouches pour la suite. On a de la chance, il fait beau mais il fait très chaud. Le début est un peu exigeant avec beaucoup de casse-pattes en montée-descente, mais par contre c'est superbe. La vue sur la côte est splendide, les jambes sont encore nickel donc je prends le temps de lever la tête et de profiter du paysage. Sur ce début d'étape, je me laisse glisser vers la 8e place, individuelle et équipe confondues, sur une moyenne grosso modo de 10 km/h. Pour moi, c'est une allure que je pense pouvoir tenir tout du long. Donc voilà, je me mets à mon rythme, je le tiens, et petit à petit, je remonte sur des coureurs qui sont potentiellement partis un peu vite au départ. Je remonte sur la tête de course vers le 20e kilomètre, donc sur Tony, Johan et la première équipe, et on reste globalement ensemble jusqu'au 30e kilomètre. C'est le lieu de notre premier point de recharge en eau. Je le rappelle, il n'y a pas de ravitaillement sur le parcours. Une fois le départ donné, on est livré à nous-mêmes pour se recharger en eau et on doit avoir toute la nourriture dans notre sac. C'est ce qui rajoute un sacré piment à la course, du poids dans le sac et surtout de l'organisation pour ne jamais se retrouver à sec. En amont de la course, l'organisation nous a pointé sur le parcours des zones où on peut se ravitailler en eau. C'est des points naturels comme des cimetières, des sanitaires, des campings. À nous de nous débrouiller pour nous arrêter sur ces points, faire suffisamment les recharges jusqu'au point d'après. Et là, aux sorties du point d'eau au kilomètre 30, je repars devant. Tony et Johan prennent un peu plus de temps derrière. Puis là, je repars devant, bon ok. Et puis je constate au bout de quelques kilomètres que je suis un peu en train de m'emballer là. Ok, je suis en tête de course, mais te grille pas Nico. Bref, j'étais sur un forêt. Donc je décide de me poser 5 minutes. Johan et Tony me dépassent à ce moment-là. D'ailleurs, le groupe explose en fait à partir de ce moment-là et chacun fera sa course, chacun de son côté. Moi, je décide de me poser, manger un bout parce que je sentais que l'énergie commençait à baisser. Donc je tape directement dans du fromage, je prends des petits saucissons, des petites cacahuètes, une pâte de fruits Happy Run et paf, je repars tranquillement à mon rythme. 10 km plus loin, on passe Flamanville. Au passage, je sais enfin placer cette centrale nucléaire sur une carte. Et on doit être vers le kilomètre 45. Là, la nuit va bientôt tomber. Il est aux alentours de 22h30, ça fait 4h30 qu'on court. Donc autant dire que la première partie d'étape, on n'a quand même pas chômé. Petite pause pour manger et j'en profite pour troquer ma casquette et mes lunettes contre la frontale.
Et la course la nuit, c'est toujours différent. On a le nez sur son halo lumineux devant soi. À checker la montre pour être sûr qu'on n'est pas en train de se tromper de chemin. Car je le rappelle, il n'y a pas de balisage. On doit faire confiance à la trace GPX qui est dans notre montre. À un moment donné, on arrive sur une longue ligne droite sur une plage. Là, je vois les lumières de Johan et Tony un peu loin devant et je sais que sauf gros problème de leur part, normalement je ne les rattraperai pas. Ok, tant mieux, ça me permettra de pas du tout m'occuper d'eux, de me mettre dans ma bulle et de finir comme je le sens. Point de vue gestion de l'alimentation, je suis plutôt content sur cette première étape. J'ai pas eu de réel coup de mou lié à ça. Mais par contre, le sommeil commence à se faire sentir. Et les longues lignes droites de la fin du parcours me semblent interminables. Je rate d'ailleurs le dernier point d'eau, je pense par manque de lucidité. Et je vais donc finir les 10 derniers kilomètres à sec complet. Et ça va se ressentir d'ailleurs au niveau de mes allures parce que sur des portions où normalement j'ai l'habitude de relancer, là j'en suis incapable. Alors 10 km sans eau, c'est pas trop grave, je le fais régulièrement. En plus, il fait frais, on est de nuit. Ok, c'est juste pas optimal. Et là, à un moment donné, je commence à voir une lumière qui tourne dans le ciel. Je sais qu'on arrive à un phare et que là, il reste entre 3 et 4 km avant de terminer l'étape. Et ça me donne quand même un petit coup de boost pour relancer cette fin de parcours. Et au final, je vais boucler cette première étape de 74 km en 3e position, individuelle et équipe comprise, en 7h58. Tout juste sur les 8 heures, c'est vraiment ce que je voulais sur la fin. Je finis environ 35 minutes derrière Johan et 25 minutes derrière Tony, alors que derrière c'est beaucoup plus loin. Les écarts sont importants, mais nous ne sommes qu'au premier jour. Un gros craquage dans les jours qui suivent et les résultats peuvent être complètement chamboulés. La routine en arrivant, tout de suite je fais un brin de toilette avec le gant, car je le rappelle, il n'y a pas de douche. L'idée c'est de se sentir un minimum propre, c'est pas grand chose mais ça apporte un peu de confort et on dort quand même beaucoup mieux quand on colle pas. J'installe mon matelas, j'installe mon duvet, puis je vais me réchauffer avec un lyophilisé. Même si j'ai pas trop faim parce qu'il est 2h30, 3h du mat, il faut quand même que je reprenne des calories avant d'aller dormir. Je prends le temps de discuter avec les bénévoles et les coureurs qui arrivent au fur et à mesure. Et après le repas, je commence à masser un peu pour que le lendemain je puisse repartir plus facilement. Et là j'apprends que Camille Padlou est là pour ça. Et quel kiff! Il détend les tensions que j'ai dans les muscles en prenant bien le temps et il va prendre le temps pour chaque coureur, donc vraiment merci à lui. Puis je file enfin me coucher, il doit être 4h du matin. Et moi quand je vais me coucher, certains coureurs et coureuses courent encore au milieu de la nuit. Les derniers arriveront à 6h du mat. Vraiment une grosse force à elle et eux. Ils ont tout mon respect. Car ils ont déjà la difficulté de courir plus longtemps, mais en plus ils ont moins de récup avant de repartir le lendemain. Et plus les jours avancent, plus c'est dur. Jour 2, levé 10h pour ma part. Il a fait chaud dans la salle et j'ai pas mal tourné. Je repars pour un petit déj à base de liof et de pain d'épices by Happy Run, histoire de refaire le plein d'énergie avant de partir. Et là je vois que certains commencent à sortir café et thé et moi j'avoue que je suis un peu deg parce que je les ai oubliés. Je suis un peu jaloux d'eux là. Parce que moi, avec mon eau, je trouve ça bien fade. Bref, c'est comme ça, on apprend, j'y penserai la prochaine fois. En tout cas, je viens de finir de manger, je me réallonge un petit peu, je replie les bagages et je prépare le sac pour la journée à venir. Et lorsqu'on regarde les résultats des précédentes éditions, on sait que c'est l'étape la plus fatidique. Au cours ou à l'issue de cette étape, il y a beaucoup d'abandon. Déjà car on sort d'une nuit bien perturbée où on a couru une bonne partie de la nuit et l'organisme n'est jamais vraiment prêt à ces changements de rythme. D'un point de vue paysage aussi, cette deuxième étape, elle fait beaucoup moins rêver parce qu'on est à l'intérieur des terres pour rejoindre la côte ouest à la côte est. Autant les autres étapes sont plates mais il y a des petits coups de cul, là il n'y a vraiment pas grand chose quoi. Ça a l'air d'être assez monotone entre route et chemin forestier. Bref, le départ est prévu pour 13h et 80 km de course. Sauf que sur la ligne de départ, bad news. L'organe nous annonce qu'elle sera réduite de moitié. Même si ce n'était pas mon étape favorite, c'est un peu la déception de mon côté. Je le suis encore d'ailleurs.
parce que j'aurais vraiment aimé dépasser ces 300 km lors de ces 4 journées. Mais la sécurité avant tout. Il y avait de gros orages de prévus, en vigilance orange, et l'orga a tout simplement pris ses responsabilités. Et vraiment, je leur tire mon chapeau d'avoir eu le courage et de maintenir cette décision malgré la déception que ça peut créer à l'intérieur du peloton. Et vraiment, je trouve important de le souligner parce qu'on a tous entendu des histoires où des organisations ont joué un peu avec le feu, ont laissé partir des courses et il y a eu des accidents derrière. N'oublions pas que la course, ça reste un plaisir et que le but, c'est qu'on revienne tous en vie à la fin de la journée et en bonne santé. Cette étape tronquée, elle rebat complètement les cartes. Parce que l'étape fera finalement l'équivalent d'un marathon, donc si les jambes sont bonnes, ça peut aller très très vite. Et d'ailleurs, ça part plus vite. Déjà car les concurrents par équipe ont des nouveaux coureurs tout frais, tout neufs pour cette étape. Et ils n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre. L'étape n'a qu'une toute petite bosse à la mi-parcours, sinon c'est tout plat. Bref, il fait chaud, on est la mi-journée, il est 13 h. Et moi je pars avec Loïc, un des coureurs par équipe que j'ai rencontré déjà 2 fois sur l'Apiron Tour. Et très vite, Tony file devant. Cependant, l'autre coureur qui était devant moi la veille, Johan, je ne le vois pas. Et je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il est parti trop vite hier? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Les 10 premiers kilomètres se font le long de la côte, à un rythme assez fou de 11 km/h vu les kilomètres qu'on a fait la veille. Et je suis étonné, les jambes répondent extrêmement bien. À partir du 10e, on entre dans les terres. Et là, je me laisse un peu décrocher pour me caler à mon rythme, toujours autour de 10 km/h. Et là, dans les bois, le terrain il devient bien plus gras. Ça colle, mes sandales s'enfoncent, je glisse, mes appuis sont pas mal perturbés. Et chaque pas demande un peu plus d'attention et d'énergie. Comme pour les trails en Bretagne, toujours se méfier des trails à plat. On se dit que ça va être tranquille, mais non, il faut toujours faire attention et c'est pas forcément plus roulant. Au 24e kilomètre, on arrive au point le plus haut de l'étape. Juste avant, dans la montée, j'ai eu un gros coup de mou qui m'a obligé à marcher un peu. J'en ai profité pour bien manger, c'est-à-dire prendre un morceau de calandos et le prendre à pleines dents. Alors ça a fait marrer plusieurs gars de l'organisation, mais vraiment moi je trouve que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée quand j'ai un gros coup de mou. Me faire plaisir avec du fromage et surtout le prendre à pleines dents comme ça. Bref, je continue ma course, l'énergie revient, j'alterne entre des pâtes de fruits Happy Run et leur stick de miel. Et vers le 30e kilomètre, je rattrape des gens du relais qui sont certainement partis trop vite. Et ça donne un sacré coup de boost au moral de rattraper des gens. Au 35e, on arrive même sur une longue piste cyclable, je sais qu'on est bientôt à la fin, et là je me paye le luxe d'accélérer encore. Bref, je me sens vraiment frais sur cette fin de parcours, et je finis les 42 km en 4 h et 2 minutes, seulement 5 petites minutes derrière Tony. Et c'est même pas ces 5 petites minutes derrière Tony qui me frustrent le plus, c'est de pas passer sous les 4 heures. Putain, à 2 minutes près quoi. Bref, je suis 3e de l'étape, 2e en individuel. J'ai fait une grosse remontée sur Johan sur le classement général. En fait, il a ressenti dès le départ un blocage au niveau de la hanche qui l'a empêché de courir normalement. L'organe nous rapatrie sur le lieu de bivouac, qui sera un hangar où on élève des huîtres. Alors on entend l'orage gronder au loin et on sait que certains coureurs et coureuses vont se taper la flotte. Et j'avoue ressentir quand même un petit soulagement de ne pas avoir à courir cette fin d'étape sous la pluie, parce que j'ai trop en tête l'infernal 2022 où j'ai été contraint d'abandonner au 160e complètement frigorifié sous mes vestes de pluie. Bon, finalement, cette étape raccourcie sera une bonne chose pour l'intégralité des coureurs et coureuses. Parce que les derniers coureurs finiront en 7 heures de course, donc à peu près 20 heures. Et de quoi te permettre à chacun de vraiment se refaire la cerise avec une vraie soirée où on prend le temps de manger, de se faire masser encore une fois par Camille, et tout simplement de passer une vraie nuit. Et c'est fou, ça paraissait pas sur le papier le lieu le plus sympa dans lequel dormir, et pourtant c'est là que je passerai la meilleure nuit. Parce que ok, il y a le bruit de l'eau qui coule en permanence, mais ça fait un peu un bruit de fond, et surtout avec les boules caisses, on n'entend pas grand chose, il y faisait frais, bref, j'étais bien. Et surtout ce qui était agréable de finir en fait assez tôt, c'est d'avoir pu prendre le temps avant de manger, que l'organisme il redescende un peu en température. Tout de suite après les courses, on n'a pas spécialement faim. Là, le fait d'avoir pu prendre quelques heures avant de manger, et ça a fait du bien. Bref, je me couche, il est 21h30 et je dors comme un bébé. Réveil 5 h, le départ est prévu à 7 h. Je me réveille avec la faim,
C'est cool, ça montre que l'organisme n'est toujours pas perturbé. Et c'est marrant, mais là, en me levant, je ressens l'envie de manger de la soupe au petit déjeuner. Je n'en ai pas, donc ma solution, c'est dans l'Heliof, mettre un peu plus d'eau que ce qui était prévu, et histoire de pouvoir plus la boire que la manger. Et ça passe trop bien. D'un point de vue musculaire, je les sens un peu, mais en vrai, ça va ultra bien. Vraiment, le corps est épatant, et je pense que les massages de Camille ont fait le plus grand bien. Il a plu durant toute la nuit, on a entendu l'orage au loin, mais ce matin, il fait super beau. Bref, contrôle des sacs, et à 7h pétante, on est sur la ligne de départ pour partir sur les 100 km de la journée. Quand on regarde les vidéos du départ, on sent bien quand même que la foulée, elle est beaucoup moins aérienne que les premiers jours. Bref, il faut le temps que ça chauffe pour dérouiller un peu tout ça. On part pour 100 km et cette fois, l'étape ne sera pas tronquée. Comme la veille, je vois Tony partir devant avec entre autres 5 équipes du relais et ils partent sur des allures que clairement je me sais incapable de tenir. Déjà que moi je pars sur des bases de 10 km/h, ce qui me semble très rapide. Dans ma tête, je me dis soit ils sont vraiment plus forts aujourd'hui, soit ils vont péter. Donc je vais les ramasser. Bref, les 40 premiers kilomètres sont vraiment très plats. Mais plat ne veut pas forcément dire tout simple non plus. Parfois on court dans du sable fin, parfois sur des cailloux, faut faire attention à notre poste de pied, ou dans des hautes herbes, il faut lever les genoux. Bref, pendant ce moment-là, je suis tout seul, je me mets dans mon rythme. Je croise plein de fois des supporters des autres coureurs qui doivent être devant ou derrière moi. Et au fur et à mesure de l'étape, les sourires vont s'agrandir. Parce que mine de rien, on se croise pas mal de fois. Et même si on parle pas, hein, ils m'encouragent, un petit sourire, un petit pouce en l'air, mais mine de rien, ça crée du lien. Durant les 40 premiers kilomètres, je remonte 3 des équipes qui sont parties devant. Je me sais donc en 4e position de l'étape. Tony, 2 équipes, puis moi. Johan est une fois de plus derrière et j'espère que pour lui ça va bien se passer parce qu'il avait toujours son problème à la hanche le matin. Alors je suis un poil en dessous des 10 km/h. L'allure me semble encore incroyablement rapide par rapport à tout ce qu'on a déjà avalé comme kilomètre. Mais vraiment, musculairement, je me sens ultra bien. J'ai pas l'impression de forcer. Je m'appuie énormément sur ma foulée économe en énergie. Courir en sandales m'invite à avoir une posture plus fléchie. J'optimise l'effet ressort des jambes pour que l'énergie avec laquelle j'arrive au sol, je puisse la restituer pour me repropulser vers l'avant. Et plus l'effort est long, plus je ressens les bénéfices de cette posture de course. J'avais fait une vidéo sur ce sujet et je vous invite à la voir, je l'affiche quelque part là-haut. Entre le kilomètre 40 et kilomètre 50, on quitte un peu la côte et on rentre dans les terres. Je constate aussi que je commence à avoir une grosse ampoule entre les doigts de pied. Je pense que c'est dû au sable et à l'humidité des pieds. Voilà, le sable est resté coincé et à force, ça a frotté. Ça ne me fait pas mal, mais quand même, je vais faire attention. De toute façon, je commence à ressentir un nouveau coup de mou. Hop, je prends le temps. Vous connaissez maintenant. Petit fromage, pleine dents. Et ça repart. Et j'avoue que là je commence aussi à me sentir un peu lassé mentalement. En fait ça fait un moment que je suis seul et que je ne croise même plus les supporters des autres coureurs. Alors soit ça veut dire qu'ils sont loin devant et loin derrière, ou alors c'est que l'accès pour les supporters était plus compliqué dans ces moments-là. Toujours est-il que je me sens un peu seul, j'en ai marre. Donc je décide d'appeler Tanguy, un copain qui fait aussi de l'ultra et qui me donne bien le change au téléphone parce qu'il sait tout le bien que ça fait de pouvoir sortir un peu de la course et discuter avec quelqu'un qui n'a rien à voir à ce moment-là avec ce qu'on est en train de vivre. Bref, on passe une bonne demi-heure au téléphone et l'énergie revient et je repars avec le sourire. Puis on retrouve la côte pendant 5 km à peu près, 3 petits coups de cul à l'intérieur des terres, puis on arrive sur Cherbourg. À ce moment-là, je rattrape quasiment coup sur coup les 2 derniers relais qui sont devant moi. Et clairement, vu les allures à laquelle je passe, je pense qu'ils étaient dans un sacré moment de moins bien. J'apprends aussi à ce moment-là que Tony est largement devant, que du coup, j'ai pas du tout à me soucier de savoir si je le rattrape ou pas, l'avance est trop importante. Bref, de toute façon, sur les 4 étapes, Tony aura été clairement au-dessus de moi et j'aurais pas pu jouer avec lui. Et dans ma tête, je me dis quand même que j'ai bien joué. J'ai temporisé au début, j'ai laissé les autres partir, j'ai fait à mon rythme et au final, j'ai rattrapé ceux qui sont partis sur un faux rythme. Et ça, j'en suis très content. Et après les 3 coups de cul, on a le passage de 12 km dans Cherbourg. Et qu'est-ce que c'est difficile! Pas parce que ça grimpe ou que le terrain est technique, non! Justement, il est tout simple, il est tout plat, c'est une surface toute dure et on a toujours la même répétition de l'effort. Et ça c'est usant alors que pendant tous les kilomètres d'avant, on était sans cesse en train de revoir ses appuis. Et vraiment, quand je dis souvent qu'un marathon c'est plus dur qu'un ultra trail, c'est clairement pour ça. Ce côté monotone, ce côté répétitif, toujours le même effort, toujours la même foulée, il n'y a pas de variation dans le mouvement. Et
c'est ça qui est usant et traumatisant pour les jambes. Et d'ailleurs, depuis le départ, c'est la première fois que je ressentirai vraiment les cuisses travailler à ce moment-là. Avec le recul, je pense aussi que j'aurais dû faire une pause avant Cherbourg pour remanger. Là, je l'ai fait juste après Cherbourg, je pense que c'était un peu tard. Mais clairement, quand j'étais dans le four de Cherbourg, on était en plein milieu de journée, il faisait très chaud, il y avait les voitures et tout, j'avais aucune envie de m'arrêter pour manger à ce moment-là. Mais quand même, d'un point de vue physiologique, je pense que ça aurait été un meilleur moment de m'arrêter, genre juste une demi-heure plus tôt. Sortie de Cherbourg, on est vers le kilomètre 80, mentalement aussi, ça commence à être long. Et comme pour Tanguy tout à l'heure, je décide d'appeler Alix, ma maman, Auré, une pote, histoire de discuter, parler un petit peu d'autre chose et repartir de l'avant. Mais je sens quand même en les appelant que je commence à être bien lassé. Pourquoi? Parce que je commence à m'énerver sur des petits trucs de merde. Genre les écouteurs qui se connectent pas bien, ça me fait vriller. Ou la zipette du sac qui cuise pas comme je voudrais. Ah, ça c'est des petits détails qui montrent que quand même la fatigue est bien présente, même si physiquement ça va. Voilà, c'est quand même des manifestations que le corps est quand même dans un état de fatigue extrême. Puis on arrive sur une longue portion de 4 km de plage. Là je décide d'enlever les sandales parce que j'ai toujours ma grosse ampoule et j'ai pas envie que ça s'aggrave. Et ça fait quand même pas mal de bien de sentir autre chose que juste la semelle de la sandale sous les pieds. À la sortie de la plage, je renfile mes sandales et globalement ça va monter jusqu'à la fin. Pour compléter ce côté fatigue et ce manque de lucidité que j'avais constaté plus tôt, à la fin il y a pas mal de bois avec plein de petits chemins et je jardine un peu. En gros, le GPS met du temps à s'actualiser, il y a plusieurs chemins, j'en choisis un, c'est pas le bon et bon bref, je fais un petit peu des demi-tours sur la fin. C'est pas grand chose, c'est juste énervant et on a juste envie d'arriver, on sait qu'on est tout proche mais pourtant il faut encore qu'on retrouve ce chemin sur la fin. Et quand j'arrive à la ville, je sais que c'est bientôt la fin et encore une fois j'arrive à accélérer en cette fin d'étape. Je vais boucler la 3e étape de 100 km en 2e position, équipe et individuelle confondues, en 11h25. Soit 1h20 derrière Tony l'intouchable. C'est fou, je reste encore sur le cul d'être capable de courir et même d'accélérer après tous ces kilomètres parcourus. On est quand même à 210 km d'effort à ce moment-là. Qui, quand il se lance dans un ultra, se dit qu'il va être capable de courir après 200 km d'effort? L'adaptation du corps humain, c'est un truc de malade. Je suis immensément fier de pouvoir jouer la tête de course. Et ça dans le calme, tranquille. Sans prise de tête, calmement. Et de pouvoir le faire en sandales particulièrement. Car vraiment ça interroge sur la place grandissante, voire étouffante de la chaussure dans les performances sportives. Derrière, Johan a repris du poil de la bête au cours de l'étape. Il a lui aussi rattrapé tous les relais, pour finir tout juste sous les 12 heures. Je passe devant lui au général avec une avance normalement confortable pour le lendemain. Reste à assurer pour garder la 2e place. À l'arrivée, toujours le même rituel. D'abord je me lave. Pour le coup, là, on était dans un gymnase et on a eu accès aux douches. Petit confort, mais quel kiff! Je me refais masser par Camille. Là, je sens que le côté gauche est quand même beaucoup plus tendu. Je pense que l'ampoule, même si elle me faisait pas mal, elle a quand même modifié légèrement ma foulée et j'ai dû compenser une bonne partie avec le reste du corps. Je commence aussi à avoir un œdème au-dessus de la cheville. Voilà, le releveur de pied qui commence à travailler. Alors, ça ne m'empêche pas de marcher normalement. Articulairement et musculairement, ça va. Mais voilà, je sens que ça commence à tirer dans les pattes. Puis, j'essaye de manger. Et là, pour le coup, c'est le premier soir où vraiment il n'y a rien qui passe, quoi. Je me force un peu, mais j'arrive clairement pas à finir mes lyophilisés. J'essaye de manger autre chose, pareil. Et j'ai même un peu la gerbe. J'ai même cru que j'allais rendre à un moment donné. Mais rien, juste un bon gros rototo qui vient du fond des entrailles, mais rien de plus. J'essaie quand même de un peu plus boire ce soir, parce que très souvent quand j'ai du mal à manger, c'est que je suis déshydraté. Puis je vais me coucher assez tôt et il me dit que certainement que j'arriverai à remanger demain matin. Il doit être 22 h au moment où je me couche. Les derniers du jour arriveront après 18 heures d'effort, soit à 1 h du mat. Et ils repartiront tous le lendemain. Ce sont des vrais monstres.
Jour 4, réveil un peu avant 7h. Le départ sera donné à 9h45. Avec tout ce que j'ai bu la veille, j'ai dû me lever pendant la nuit pour aller aux toilettes. J'ai zigzagué entre tous les matelas qui se sont atassés au fur et à mesure de la nuit. Là, le pipi est tout blanc, c'est bon, je suis quand même bien hydraté. C'est rassurant. Et pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai tendance à être un chameau. Je ne bois pas beaucoup. Alors petite astuce au passage pour celles et ceux qui ont ce même problème, je tire ce conseil de Leila et de chez Happy Run. Elle m'a dit de mettre une petite alarme sur la montre toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, ça bip et là je sais que au moins je bois un petit coup. Un petit peu, beaucoup, peu importe. Au moins ça donne le réflexe de boire. Et depuis que je fais ça, j'ai plus de problème de déshydratation pendant une course. Bref, malgré ça, au réveil, j'ai toujours pas très faim. Je me sens toujours un peu ballonné. Alors je me force un peu, mais sans m'en dégoûter parce qu'il faut quand même courir 50 km derrière. Bref, j'attends un peu, je discute avec mes collègues de galère. Bref, je pars faire mon sac pour la journée. Et là, de ressentir les odeurs de fromage qui ont bien macéré dans le sac, qui sont normalement pas très ragoûtants, là, je sens l'envie de manger qui revient. Ni une ni deux, je m'en fous, même si on est tout proche du départ, je mange tout ce que le corps réclame. C'est pas le moment de faire la fine bouche. Juste avant de partir, et pour protéger l'ampoule de la veille, je vais voir les pompiers qui mettent un léger pansement dessus pour éviter que ça frotte. Ce sera mon seul bobo au pied des 4 jours. Et comme pour tous les autres, les pompiers sont subjugués par mes pieds. Mis à part l'ampoule, mes pieds sont propres. Nickel, sans bobo. Bref, on fait une dernière photo de toute la team de coureurs, coureuses et bénévoles. Puis on se rend tous au départ en marchant. Nous allons finir sur la demi-bargeau, le 50 km, comme 1000 autres coureurs qui viendront faire uniquement cette course-là. Sur le parcours, on croisera aussi les coureurs de la bargeau, le 80 km. Eux sont partis à 5h du matin et ça va se ressentir au niveau de leurs allures quand on les dépasse. Pour nous reconnaître, l'organe nous a filé un petit drapeau bleu à mettre sur le sac et ce qui nous donne l'occasion d'avoir des encouragements supplémentaires de la part des coureurs et des supporters sur le bord de la route. Et clairement, l'ambiance est folle. Ça fait 3 jours qu'on est plutôt dans une ambiance intimiste, des courses plutôt solitaires. Et là, on voit du monde de partout. C'est l'effervescence. Perso, moi, dès le départ, ça m'a mis les poils. Bref, 9h45, on part pour 50 km et la demi-bargeau partira 15 minutes après nous. Les 8 premiers kilomètres, c'est surtout de la route et du gros chemin en descente. Donc ça carbure. Je pars vite, mais il y a toujours Tony devant. Dès le 8e, je me fais dépasser par les premiers de la demi-bargeau. Ça va vite, hein. Puis à partir de là, ça monte, ça descend dans des chemins en monotrace. Parfois difficile de dépasser ou d'être dépassé, c'est un peu usant. Puis on court sur des portions de galets incourables, des gros blocs là où on perd complètement ses appuis. Mais l'ambiance est incroyable autour de nous. Je reçois plein d'encouragements. Et en plus quand c'est comme ça, moi j'aime bien haranguer la foule pour qu'il y en ait encore plus. Allez l'archange! Ouah, c'est un 300 km, c'est un truc de fou! Oh putain, en plus il est en sandales! Vraiment ça fuse de partout, c'est méga stimulant. Bref, le fourri dure, puis un moment, il faut bien revenir les pieds sur terre. Je sens tout mon côté gauche qui se tend. Vers le kilomètre 22 jusqu'au kilomètre 38, j'ai des décharges électriques qui me lancent le long du tibia, comme des mini-crampes. Je me sens tendu au niveau du releveur de pied. Pareil au niveau des genoux, je sens que ça tire. Je suis tendu comme une arbalète. Je boitille de temps en temps car je ne peux plus poser tout mon poids de corps sur le côté gauche. Bref, le poids des kilomètres accumulés commence à se faire réellement ressentir. Et ça commence à être la soupe à la grimace. J'essaye de garder le sourire, mais vraiment il est crispé. Il y a tellement d'effervescence autour. Je sens que j'ai besoin de pleurer, mais ça reste coincé dans la gorge. J'arrive pas à lâcher mes larmes. Putain d'ego quoi. J'ai les yeux humides derrière les lunettes de soleil. Je croise Kevin, un coureur de Brocéliande d'aventure, qui fait le 80 km. Puis Corinne, une apironneuse sur le bord de la route. Ça fait ultra plaisir. Mais ça enlève pas la douleur, putain. Un peu avant le ravitaillement du 38e kilomètre, Johan me rattrape et ça met un sacré coup au moral. La panique de craquer sur la fin prend le dessus et malgré le matelas confortable que j'avais en début d'étape, j'ai peur que tout s'effondre sur la fin. Surtout que les 15 derniers kilomètres, ça grimpe et je sais que Johan, il est très fort dedans. Et ce qui se passe dans ma tête, c'est pas bon du tout. Je suis en train de complètement me déconnecter de l'instant présent. Je suis trop focus sur le résultat mais pas ce que je suis en train de vivre. À penser comme ça, la fin va être un méchant calvaire. Et là, je reçois les encouragements de David, un des coureurs du raid qui a été contraint à l'abandon la veille et qui m'encourage mais comme un diable.
Je sens un feu qui se rallume à l'intérieur de l'estomac. Hors de question de lâcher. Je recolle à Johan aux sorties du ravito. Je le passe dans la descente. Dans la montée, il me repasse devant. Et là, il me dit « Lève la tête ». Putain, mais il a tellement raison. On est sur les portions les plus belles du parcours et moi, je regarde mes pieds. J'en oublie l'essentiel. Kiffer le paysage. Kiffer ces moments de communion avec la nature. Je crois que c'est vraiment à ce moment-là que je prends le plus de plaisir. J'arrive enfin à pleurer silencieusement pendant plusieurs kilomètres. Pas des larmes de tristesse ou de rage, mais vraiment de joie. La joie de vivre ce que je vis ici, maintenant, malgré la douleur. Comment vous décrire ça ? Je viens d'atteindre le moment où il y a tellement de fatigue que toutes les barrières d'ego ont été mises à plat. Toutes les barrières d'ego que l'on s'impose inconsciemment dans notre quotidien, on les balaye. C'est une pure sensation de liberté. Je me sens terriblement léger. Je suis heureux et reconnaissant de ce que je suis en train de vivre, de ce que je me suis offert. C'est un pur cadeau de bien-être, d'avoir osé ce défi fou, de m'être donné les moyens pour le faire. Et je le ressens là, maintenant, après 255 km d'efforts. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ressentir ça? C'est magique! Il m'en reste encore 10 à tirer, mais clairement ils vont passer tout seuls. Johan est parti devant entre temps, il a pris la poudre d'escampette. Je le vois plus, j'ai peut-être perdu beaucoup de temps, mais clairement l'essentiel était ailleurs. J'ai profité à fond de ce que j'étais en train de vivre. Malgré le corps qui restait tendu comme une arbalète, je me sens terriblement apaisé. Et j'arrive enfin sur les 6 derniers kilomètres que je vais finir mais comme une bombe. Je vais courir de bout en bout sans m'arrêter alors qu'il y a quand même des sacrés pétards. Je me paye même le luxe de finir en quasi sprint le dernier kilomètre à moins de 5 minutes au kilomètre alors qu'on était en montée. Le bruit autour de moi est dingue, mais il est comme ultra loin. Je me sens clairement sur une autre planète. Je boucle finalement les 50 km en 5h39. Seulement 5 minutes derrière Johan, 30 minutes derrière Tony. Je conserve ma deuxième place au général, même si elle est maintenant anecdotique. Je suis heureux, le sourire ne me quitte plus. Les douleurs sont reléguées loin dans mon esprit. Je profite, tous les orgas du raid sont là, à l'arrivée. Et quel plaisir de partager le bonheur de terminer avec eux. Nous discutons un bon moment avec le speaker qui me pose plein de questions sur les sandales et je me trouve étonnamment lucide pour répondre, on va dire, consciencieusement à ce qu'il me dit. Vous allez me dire, bon, le discours il commence à être rodé maintenant. Et enfin, je récupère mon beau t-shirt Finisher. Qu'est-ce qu'il est beau ce t-shirt, designé par Flow Why Not. Vraiment, il est superbe, je le quitte plus. « 20-30 minutes après être arrivé, je ressens une terrible faim. Première fois que j'ai autant faim à l'arrivée d'une course. Autant au quotidien, j'essaye de limiter ma consommation de viande. Autant là vous dire qu'à l'arrivée, j'avais qu'une envie, c'était de dégommer cette frite, cette saucisse et cette bière. Elles sont passées toutes seules. Bref, les autres coureurs arrivent, on discute, on se félicite, on sourit, c'est la fête, tout le monde est heureux. On est des finishers du raid de l'Archange. Nous venons de passer 4 jours ensemble. Ok, pendant 95% du temps, on l'a passé seul. Mais il y a une connexion invisible, un lien puissant. On a partagé ensemble ces douleurs, on a partagé ensemble ces kilomètres. Nous sommes finishers du Raid de l'Archange 2025, tous ensemble, et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Et ce formidable week-end se terminera par un covoiturage surprise. Ne sachant pas quand et comment j'allais arriver, j'avais rien réservé pour le retour. Donc je me suis calé à la sortie du site en faisant du stop en disant « Il n'y a pas quelqu'un qui rentre sur Rennes ?» Et là, c'est dans le plus grand des hasards que je croise quelqu'un qui est sur ma route. J'ai complètement oublié son nom, donc excuse-moi si tu passes sur la vidéo, mais en tout cas, un immense merci. Parce que vraiment, ce retour en voiture a été la petite cerise sur le gâteau. Bon voilà, c'était un long compte rendu, mais bon, il y avait 4 jours de course quand même. Un immense merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui ont participé à cette aventure de dingue. Je pense à tous les coureurs, coureuses que je n'ai pas cités, mais auxquels je pense très fort. Je pense aux bénévoles, je pense à tous les supporters. Vraiment, merci, merci, merci.
Dans cette vidéo, j'ai voulu autant que possible vous plonger dans cet aspect logistique et mental du raid de l'Archange. Un format de course si particulier et j'espère que vous en tirez certains tips et conseils qui vous aidera dans vos projets respectifs. Dites-moi en commentaire ce qui vous a parlé, ce que vous avez ressenti ou ce que vous vivez vous aussi. C'est toujours un plaisir de lire vos retours. Et puis j'ai essayé de vous montrer ce qui se passait là-dedans, notamment pendant la dernière étape qui a été super intense. Peut-être que ça vous rappellera des moments que vous avez déjà traversés. Et si vous ne les avez pas encore vécus, j'espère vous en avoir donné un bel aperçu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à un petit like, ça me pousse à continuer ce genre de vidéos. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos ou sur le départ d'une course. Et je vous quitte avec ma citation préférée. Réussir sa vie, c'est rendre son monde plus sexy. Le raid de l'Archange 2025, il est gravé à vie.